Moins 31 degrés dans le Jura, la France grelotte, l'Europe et les États-Unis sont sous la neige et patinent. Les télévisions privées, c'est peut-être pour bientôt, mais des télés privées pour quoi faire, ce sera le thème de notre dossier. Syndicats et gouvernements mécontents après le refus du patronat de renégocier le texte sur la flexibilité de l'emploi. Le premier bébé commercial est né en Grande-Bretagne, c'est le début d'une polémique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la France grelotte. Même la Côte d'Azur est en train de battre des records de froid, et dans le Jura, il a fait jusqu'à moins 33 degrés. En France, ce temps glacial va continuer, nous le verrons à la fin de ce journal, mais en attendant, je vous invite à suivre Gérard Pinson dans un petit voyage en passe-montagne. Journée blanche pour les gondoliers. À Venise, madame, monsieur, on ne roucoule plus. À la rigueur, on patine. Où il y a de la neige, il n'y a pas de plaisir. L'Italie en a déjà par-dessus la botte de cette offensive de l'hiver qui n'a pas hésité à franchir le Rubicon. Moins 6 à Florence, moins 5 à Rome. Les rois du gag restent tout de même les Américains. Ma mère m'a dit, Johnny, pousse un peu la voiture. Je lui ai dit, je veux bien, mais regarde mes chaussures. Si je les farte bien, elles seront plus mobiles et beaucoup plus sympas que ta vieille Oldsmobile. Oh yeah. Eh oui, en France, on reste tout de même beaucoup plus cool. Même lorsqu'à Nice, soudain, la promenade des Anglais prend des allures de rendez-vous des pingouins. À l'aéroport, les cactus ont l'air malins. Et les avions ne cachent pas leur surprise, on leur avait parlé de Côte d'Azur. En présentant ses vœux à la presse hier, le président de la République a implicitement confirmé qu'il était pour une ouverture vers des télévisions privées. François Mitterrand a cependant précisé que le problème était d'organiser cette liberté. Alors, des télévisions privées en France, c'est peut-être pour bientôt, mais le tout est de savoir pourquoi faire. C'est le thème de notre dossier ce soir. Le cadre en est désormais fixé, la course aux télévisions privées hertziennes est lancée. La pression était devenue trop forte, pression des publicitaires chiffrant à 1,5 milliard la demande d'annonces non satisfaite sur les 3 chaînes publiques, pression des groupes multimédias tels Europe 1 ou la Gaumont qui acceptent des investissements importants en fonction d'un marché prometteur, pression des politiques, après la mairie de Paris, c'est celle de Lyon qui demande l'autorisation d'émettre, pression enfin des téléspectateurs à qui l'on a promis des images nouvelles et qui ne voient rien venir en raison des difficultés de Canal+ et des retards du plan câble. Bonjour. Bonjour. Nous avons émis une première fois dans l'illégalité, d'abord pour montrer que nous étions capables de le faire, parce que c'est bien de parler, de dire qu'on est capable d'émettre, mais il faut aussi que l'on puisse le faire, qu'on puisse être reçu. C'est ce que nous avons fait, c'est un pari que nous avons gagné. Maintenant, nous sommes complètement dans la légalité, d'autant plus que les perspectives semblent s'ouvrir, puisque les pouvoirs publics semblent changer d'attitude. Nous sommes donc des gens sérieux, nous pensons être des professionnels, et tout ce que nous voulons faire, c'est prouver que nous sommes capables de faire une bonne télévision qui ne nuise pas et au service public, et qui ne nuisent pas ensemble à l'ensemble des moyens de création français. Est-ce qu'on peut dire que vous vous situez à mi-chemin entre les expériences de télévision communautaire, un peu marginales, conviviales, et les stratégies des grands groupes multimédias qui visent avant tout la rentabilité et le marché publicitaire? Je vais peut-être vous surprendre, mais nous sommes pas à mi-chemin, nous sommes complètement, nous suivons la même politique que les grands groupes multimédias. La seule chose, c'est que nous allons essayer de réunir autour de nous, outre les gens qui nous ont déjà fait confiance, et bien des gens qui participent déjà au métier de la télévision. Je pense à un certain nombre de sociétés privées qui ont déjà pas mal de difficultés à vivre, car les budgets diminuent. Nous allons essayer de leur donner une bouffée d'air. Autre expérience, légale celle-là par dérogation, c'était à Gennevilliers en mars 84, 50 heures de diffusion pour une télévision locale. Nous rendions réelle notre définition de la télévision locale. Dans cette télévision-là, on peut effectivement s'y exprimer, alors que dans l'autre, je vous défie de le faire. C'est la télévision qui se mêle de ceux qui les regardent, je dis. Alors cette télévision, qu'est-ce qu'elle avait de différent par rapport à la télévision du service public? Mais dommage, vous m'auriez dit ça, je n'aurais pas coupé, parce que c'était dit là-dedans. C'est-à-dire que la télévision et celle que nous faisons, c'est toujours les mêmes dans le poste, et toujours les mêmes devant. Dans celle-ci, oui, toujours devant le poste. Dans celle-là, ceux qui sont à un moment donné en train de s'exprimer dans le poste de télévision
peuvent être à l'extérieur et ceux qui étaient en train de les regarder peuvent venir prendre la parole. Dans ce quartier, il y a une réalité qui n'est pas facile à vivre. Il y a effectivement des populations différentes et puis il y a des populations qui s'en vont parce qu'elles n'acceptent pas de faire l'effort de vivre ensemble. Et celles qui restent, que ça ne fasse que multiplier ce que l'on voit actuellement sur les télévisions telles qu'elles sont. Moi je trouve que nos télévisions de service public ont pris des couleurs de télévision privée pour des raisons d'argent, de publicité et de bien d'autres choses. Je trouve que la télévision de service public que nous avons devrait précisément être autre chose qu'une télédistribution, même si elle produit une partie de ce qu'elle diffuse, et devrait devenir tout au moins, et c'est à inventer, un instrument de la socialité, de la vie en commun, des grands problèmes posés, où chacun peut savoir de quoi il retourne, et que l'on ne confie pas nécessairement à quelques spécialistes le soin de pérorer chaque soir et maintenant chaque matin pour nous dire comment on doit penser la réalité dont nous sommes tout de même nous aussi les acteurs. Libérer les ondes hertziennes pour autoriser les villes qui se sont portées candidates au câblage, qui ont fait acte de candidature auprès du gouvernement, me paraissait une bonne solution. Celle qui consiste, sous le prétexte de donner la parole à tout le monde, de ne faire en définitive que de la donner au même lobby de presse ou au même lobby d'argent, me paraît le contraire de la télévision privée. Moi, je crois que celle-ci, c'est une télévision qui se mêle de ceux CUX qui la regardent, et en plus, celle-là, c'est une émission que les clichés n'impressionnent pas. Ce qu'il faut, c'est que les gens vous regardent. C'est la première chose. Le jour où à Paris, on aura 2 ou 3 millions de téléspectateurs, on aura gagné. Notre objectif, c'est uniquement cela, c'est de plaire aux gens qui sont susceptibles de nous regarder. Franchement, vous n'avez pas l'impression que c'est quand même une télévision de qualité moindre et inférieure à celle de... Non, on m'a fait cette impression. On m'a dit ça, Geneviève. On m'a dit parce qu'on ne voyait pas les journalistes en photomaton comme d'habitude, on m'a dit que ça faisait amateur. Alors je n'ai pas précisé au-delà pour ne pas trop les décevoir ce que je pensais des icônes électroménagères du soir et du matin à la télévision, mais je crois que là, mon interlocuteur se trompait. L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est une stupidité. C'est ce que déclare ce soir Jacques Lafleur, le député RPR de Nouvelle-Calédonie. Dans cette interview donnée au journal Le Monde, Jacques Lafleur emploie par ailleurs des termes beaucoup plus crus pour qualifier cette indépendance. Les discussions sur la flexibilité de l'emploi sont ce soir complètement bloquées. Hier, vous le savez, le président du CNPF, Yvon Gattaz, avait refusé de renégocier le texte et avait demandé au pouvoir public de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, les syndicats et le gouvernement ont plutôt mal accueilli la position du patronat. Marie-Claire Thiers. Le secrétaire général de Force ouvrière, André Bergeron, estime lourd de conséquences le refus du CNPF et déclare qu'on assiste de plus en plus à un blocage de la vie sociale. Pour la CFTC, même si la réponse du patronat était prévisible, il ne sera pas possible d'en rester là. Le secrétaire général de la CFDT, Edmond Maire, qui ne s'est pas exprimé aujourd'hui, avait estimé hier qu'il n'y avait pas de raison que la situation ne se débloque pas. Pour Paul Markelly, le président de la CGC, M. Gattaz a commis une grave faute. Nous voilà repartis pour la lutte de classe, a-t-il ajouté. Enfin, la CGT, qui n'est pas favorable à une renégociation, n'a fait aucune déclaration. En refusant d'entamer de nouvelles négociations sur la flexibilité de l'emploi, le patronat a renvoyé la balle dans le camp du gouvernement. Mais le ministre du Travail, Michel Delbar, a nettement affirmé aujourd'hui que si le gouvernement se substituait automatiquement à la négociation, le dialogue social n'aurait vite plus de signification. Alors, enterrer la fameuse flexibilité qui devait permettre de lutter contre le chômage, même si rien ne prouve que le projet d'accord aurait créé des emplois nouveaux, puisqu'aucun chiffre n'a été avancé, il semble que les pouvoirs publics ne laisseront pas la situation bloquée et tenteront de favoriser les contacts entre les partenaires sociaux pour renouer le dialogue. C'est bien connu, les Français connaissent mal leur agriculture. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Agriculture organise, à partir d'aujourd'hui, une semaine d'information à travers toute la France. Grâce à des articles de presse, des expositions et des journées portes ouvertes, les Français vont ainsi pouvoir s'informer sur les richesses, mais aussi sur les difficultés de notre agriculture. Le poids de l'agriculture dans l'économie française est très important. Une comparaison, l'agriculture, c'est 2 fois la contribution de l'industrie automobile au revenu national. L'agriculture occupe 58% du territoire. Dans cette France agricole, les céréales tiennent une place importante.
2 exploitations sur 3 cultivent des céréales. La France est le premier pays exportateur d'Europe pour les céréales. La vigne occupe 3,7% de la surface agricole. Une surface qui va en diminuant, mais la qualité s'améliore. Pour l'élevage, la France a un troupeau de 23 millions de bovins. Elle produit 1 800 000 tonnes de viande et exporte largement. La France est aussi le 3e producteur de lait dans le monde. Le lait avec ses dérivés représente le plus gros revenu de l'agriculture française. Le porc tient aussi une bonne place, mais sa production ne couvre pas les besoins de consommation du marché intérieur et la France en importe. Nous ne produisons pas non plus assez d'aliments pour le bétail. Les importations pèsent lourd dans la balance commerciale. Le soja est le 3e poste déficitaire après le pétrole et le bois. L'agriculture, c'est aussi les hommes. Aujourd'hui, ils sont 2 600 000 à travailler à temps plein ou partiel sur l'exploitation avant tout familiale. Ils représentent 8% de la population active. Leurs revenus sont très disparates selon le type d'exploitation, mais en moyenne, depuis plusieurs années, il a tendance à baisser. La France est riche de son agriculture, tous les agriculteurs ne le sont pas forcément. Pour la première fois en Grande-Bretagne, une femme qui s'est fait payer pour cela vient d'accoucher d'un enfant qu'elle a porté pour le compte d'un couple stérile. Cette mère de substitution a reçu 75 000 francs et l'agence qui l'a trouvée a demandé 150 000 francs au couple. Et à la une d'un journal anglais ce matin, il y avait les photos de la mère, du bébé et du couple stérile. Alors Véronique Bonnet, on parle déjà de bébé commercial en Grande-Bretagne et cela, je crois, commence à soulever pas mal de polémiques. Oui, bien sûr, Richard, et ce qui choque, bien sûr, immédiatement dans cette naissance par substitution, c'est la reconnaissance ouverte du mercantilisme, renforcée de plus par le fait que Kim Cotton, la mère mercenaire, ait vendu son témoignage pour une somme astronomique à un grand journal, le Daily Star, et tout ça pour payer les travaux de son pavillon. Alors, des choses comme ça, c'est arrivé dans le passé. On a déjà vendu des enfants, c'est pas très nouveau, notamment dans le cas des adoptions d'enfants étrangers. Ce qui est plus grave là, c'est que jusqu'à présent, ça s'était passé dans le cadre d'un marché noir illicite. Or, si dans une semaine, le tribunal de Barnet, pour enfants de Barnet, légitime la validité de cette transaction, on peut facilement projeter dans l'avenir, imaginer une sorte de scénario à la Huxley, où des mères porteuses, une nouvelle caste de femmes, sélectionnées en fonction de critères génétiques, donneraient des enfants et comblerait des couples frustrés et stériles. Là, c'est donc le renforcement, le fondement même de la maternité qui est en cause et surtout tout notre héritage culturel. Et on peut se demander si c'est vraiment le meilleur des mondes qu'on peut souhaiter à nos enfants. Oui, je pense que la réponse sera peut-être donnée dans les jours qui viennent. En tout cas, comme je disais, pas mal de polémiques à ce propos en Grande-Bretagne déjà. Le colonel Kadhafi vient de demander la libération de 4 Anglais détenus en Libye. Le chef de la révolution libyenne a fait cette demande au Congrès populaire de base, qui est seul habilité à prendre la décision. Kadhafi a déclaré intervenir sous la pression de l'église anglicane. Selon lui, l'église se serait engagée en échange à assister les Libyens persécutés qui feraient appel à elle. Le roi Hassan II serait également intervenu en faveur des prisonniers britanniques. La France et l'Europe estiment que l'OLP est le seul représentant de tous les Palestiniens. C'est en substance ce que vient de déclarer au Caire l'ancien ministre français des Relations extérieures Claude Cheysson. Pour le nouveau commissaire européen, Israël devra en tenir compte dans une éventuelle négociation sur le Proche-Orient. Sport à présent, déjà beaucoup de cases dans le rallye Paris-Dakar, beaucoup d'abandons, en particulier parmi les vedettes, les grandes vedettes, ce qui a fait dire aujourd'hui à Michel Drey que Caroline de Monaco et Michel Sardou seront privés de désert. Côté star, ça ne va pas très fort. De cette Afrique qu'elle voulait en connaître, Caroline de Monaco n'aura vu que quelques centaines de kilomètres de bitume et 15 kilomètres de piste, entre Ouargla et El Golea. Stéphano, qui était au volant, a voulu dépasser 3 camions. Le véhicule princier a mordu, puis basculé sur le bas-côté. Plus de peur que de mal, heureusement. Pour Michel Sardou, c'est aussi la galère. Une suspension qui casse sur la Lada spécialement préparée pour ce Paris-Dakar. Pendant toute une nuit dans le désert glacial, il tente de réparer avec Jean-Pierre Jabouille, sans succès. 2 participations, 2 abandons, mais Sardou l'a dit, il reviendra. Les grands pilotes de ce Dakar ont aussi leurs problèmes. Suspension défaillante sur les Porsche de X et René Medge. Gabro, Pipa sur Land sont en tête devant Darniche Mahé sur Audi Quattro et 3e Pescarolo Fourtic. Côté moto, Gaston Rayet, vainqueur l'an dernier, n'arrête pas de tomber. Hubert Auriol est 6e à 10 minutes du premier, Jean-Michel Baron sur Honda.
Ski à présent, la Française Perrine Pelen a terminé 5e au slalom de Maribor en Yougoslavie. L'épreuve a été remportée par l'Américaine Tamara McKinney. Pour la première fois, une épreuve de la Coupe du Monde de ski se déroulera demain dans les Pyrénées, très exactement à la Mongie. L'épreuve est celle du slalom spécial. Outre son intérêt sportif, elle a pour vertu de mettre en valeur la capacité de cette région à accueillir les adeptes du ski alpin. L'enquête de FR3 Toulouse. Si les compétitions internationales de cette fin de semaine à la Mongie sont une consécration pour les Pyrénées sur le plan sportif, il ne faut pas oublier que les 34 stations de la chaîne pyrénéenne, depuis près de 10 ans maintenant, recueillent les fruits d'une longue et minutieuse campagne promotionnelle. Les Pyrénées ont voulu se faire connaître dans des régions qui n'étaient pas obligatoirement proches des Alpes, à savoir les Pays de la Loire ou encore la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Depuis 4 saisons, ces provinces sont régulièrement reliées aux gares de Lourdes, Tarbes, Montrégeau et Luchon par la SNCF. Promotion également du produit pyrénéen en Belgique, Angleterre et Espagne, où là, des accords avec des agences de voyage et des tours opérateurs ont permis de proposer à des prix très compétitifs des séjours dans nos départements. Certains veulent comparer les stations pyrénéennes à celles des Alpes. Comparons d'abord ce qui est comparable. À altitude égale, les stations pyrénéennes ont le même enneigement que celui des Alpes, avec parfois plus de soleil. Au niveau des infrastructures, les stations ont un équipement récent. 4 téléphériques, 13 télécabines, 71 télésièges et 302 tire-fesses pour 800 km de pistes balisées pour le ski alpin. Le ski de fond fait une percée considérable de l'Atlantique à la Méditerranée, 600 km fléchés dans les 5 départements de la chaîne. Au moment de l'essor des stations alpines, les pouvoirs publics avaient la possibilité de subventionner largement les complexes touristiques. En revanche, au moment du lancement de certains complexes pyrénéens de ces dernières années, crise oblige, les crédits d'État n'ont pas toujours été à la hauteur des ambitions des responsables du tourisme de notre région. Quoi qu'il en soit, les stations pyrénéennes, petites ou grandes, garderont toujours ce caractère local, bien loin de ces complexes touristiques internationaux, absents de toute personnalité. Il y avait un tiercé cet après-midi à Vincennes. Il se disputait dans le prix de Croissanville. Il fallait jouer les 14, 2 et 4. Pour 5 francs, ce tiercé rapporte 2252 francs 50 dans l'ordre et dans un ordre différent, 450 francs 50. Demain, il y aura un autre tiercé, toujours à Vincennes. Il se disputera dans le prix Ercillier. Parmi les 20 partants, M. Courtine a choisi le 20, c'est son joker. Puis les 10, 13, 14, 19, 18 et 16. Il y avait un loto aujourd'hui. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 2, 8, 10, 29, 31, 33 et le numéro complémentaire, le 19. La météo pour demain, le temps restera nuageux et neigeux près des côtes de la Manche, sur la côte d'Azur et la Corse, ainsi que sur les Pyrénées. Partout ailleurs, le temps sera variable, bien ensoleillé, avec quelques averses de neige. Cette nuit, le thermomètre devrait descendre jusqu'à -12 à Lille, -8 à Paris, -6 à Bordeaux et -20 à Strasbourg. Voilà, fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vous allez retrouver Prélude à la nuit en direct de Monte-Carlo pour sa 1000e émission. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 22 h. Très bonne soirée à tous et tout de suite le rappel des titres de cette édition. -31 dans le Jura, la France grelotte, l'Europe et les États-Unis sont sous la neige et patinent. Des télévisions privées, c'est peut-être pour bientôt, mais des télés privées pour quoi faire, c'était le thème de notre dossier. Syndicats et gouvernement mécontents après le refus du patronat de renégocier le texte sur la flexibilité de l'emploi. Le premier bébé commercial est né en Grande-Bretagne. Déjà, c'est le début d'une polémique.